Bonjour à tous, nous sommes le collège de Living School. Nous sommes un collège spécial parce que nous mettons en valeur l'énorme potentiel de chacun. Living School nous apprend à avoir confiance en nous et à agir pour un monde meilleur. Croire en son potentiel, c'est essentiel. Notre magnifique planète et l'humanité sont en danger. Nos océans et nos forêts qui donnent leur couleur à notre terre, le bleu et le vert, sont menacés. Mobilisons nos potentiels pour changer ça. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur de vous présenter cette édition de l'Université de la Terre Junior. Des experts passionnants interviendront tout au long de cette session pour nous parler des enjeux et des solutions. Veuillez accueillir Iliane et Raphaël qui vont vous présenter la suite. Bonjour à tous, j'adore la mer. Bonjour à tous, moi aussi j'adore la mer Rafa. L'autre jour, nous avons regardé une vidéo sur la vie océanique et nombreuses espèces qui sont de nos jours... Ah mince, je me suis plantée. Attends, mince. Oh. Attendez, mince. Ah oui, voilà, c'est bon, ok. Bonjour à tous. Nous avons regardé une vidéo l'autre jour sur la vie océanique qui nous a beaucoup marqué. Saviez-vous que de nombreuses espèces sont en voie d'extinction? C'est... De quoi? C'est pour cela que je vous présente Isabelle Giraud et Patrick Micheli. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Patrick, ça avance, on y va ? On va pouvoir vous présenter un petit peu l'évolution de la vie, ensuite derrière les beautés de notre monde sous-marine, et puis pourquoi il est important de préserver notre planète. Pour ça, on va démarrer. J'espère que vous avez bien mis votre code PIN pour pouvoir jouer en même temps qu'on vous présente toutes ces merveilles. On y va ? Go! 3, 2, 1. Bonjour, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous présente Patrick. Je vous présente Isabelle. Et nous sommes tous les deux membres d'une association de préservation de l'environnement marin qui s'appelle Longitude 181. Nous œuvrons plus particulièrement pour un pôle entièrement dédié à la jeunesse qui se nomme Ocean Academy. Et maintenant, le premier quiz. Si la Terre était une orange avec 4 quartiers, il y aurait... un quartier d'eau et 3 quartiers de terre, ou bien 3 quartiers d'eau et 1 quartier de terre. Regardez la vidéo qui se déroule en même temps. Là, nous passons sur l'océan Pacifique. Je pense que ça vous donne une petite idée. Waouh, je vois que vous êtes vraiment très très fort. Et oui, il y a beaucoup plus d'eau sur notre Terre, donc on devrait plus l'appeler la planète mer ou la planète bleue. Nouveau quiz. Alors, les scores, bravo à Tilutin. Qui nous fournit le plus de dioxygène? Est-ce l'océan ou est-ce les végétaux terrestres? Ah, c'est plus rapide là, attention. Oui, bon, c'est quand même pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés. Oui, la Terre a 2 poumons, comme nous. Un poumon, c'est l'océan, qui donne un tout petit peu plus de dioxygène que les végétaux terrestres. Et donc, l'autre poumon, ce sont les végétaux terrestres.
Et maintenant, il y a Isabelle qui va nous parler de la vie sur Terre. Alors Patrick, il y a 4,6 milliards d'années, c'est-à-dire très 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 longtemps, naissait notre planète Terre. Mais elle était quand même très très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. L'apparition de la vie sur Terre a eu lieu 1 milliard d'années après, sous des formes aussi très très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et nous, on est arrivés finalement il n'y a pas si longtemps que ça sur notre planète Terre. Au tout début de l'apparition de la Terre, il y avait une très forte activité volcanique à sa surface, ce qui fait que dans l'air, il y avait énormément d'un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et c'était très peu propice justement à l'apparition de la vie sur la planète. Mais voilà, au fin fond des océans, c'était sans compter sur le fait que la vie allait arriver. Au fin fond des océans, dans ne sait où, une toute petite cellule, toute petite, toute simple, un être vivant très particulier qu'on appelle une bactérie est arrivé. Cette bactérie, derrière, a conquis tout l'océan au fur et à mesure. Et elle s'est transformée de plus en plus, donnant derrière des êtres vivants qui pouvaient utiliser l'énergie du soleil pour, entre autres, se nourrir. Sont apparues les algues, par exemple, algues qui ont aussi participé à la fabrication d'un nouveau gaz très important dont nous avons besoin aujourd'hui, qui s'appelle le dioxygène. Et puis, cette vie qui était complètement fixée au fond des océans a donné naissance aux premiers animaux, les premiers coraux, et après aux animaux un petit peu mous, dont le squelette était un petit peu... Enfin, qui n'avaient pas de squelette du reste, qui étaient un petit peu mous, qu'on appelle les méduses. Elles sont vieilles, nos méduses, regardez bien. Et la vie a continué à se développer toujours au fond des océans. Ainsi, des animaux avec des carapaces, des squelettes extérieurs se sont développés, et puis les premiers poissons, les premiers vertébrés, vous savez, vertébrés, ça veut dire qu'ils ont une colonne vertébrale, comme nous derrière le dos, là, sont arrivés. Et ensuite, oh, tiens, regardez, des vertébrés qui ont même eu une mâchoire comme nous. Et par exemple, on retrouve déjà quelqu'un que vous connaissez bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Eh oui, c'est un requin, effectivement. Vous voyez, notre requin, l'ancêtre du requin, en tout cas, il est très très vieux. Il est apparu sur Terre il y a très longtemps. Mais c'était sans compter sur un phénomène extraordinaire, puisque, en parallèle, la vie est sortie de l'océan et s'est développée sur Terre. Et ce sont les végétaux qui, en premier, ont colonisé toute la Terre, suivis derrière des animaux avec des formes très très simples au départ, et puis d'autres qui sont devenus un peu plus complexes. Et à partir de ce moment-là, la vie s'est développée sous toutes ses formes, aussi bien dans la mer que sur la terre. Et nous, regardez, comme je vous disais tout à l'heure, on est arrivé, mais finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, chose extraordinaire, c'est qu'on a dit que la vie, elle venait de la Terre. Mais il y a 66 millions d'années, il y a un groupe d'animaux terrestres qui finalement, ils sont retournés dans la mer. Et ces animaux-là, ils sont à l'origine, aujourd'hui, de certains animaux que vous connaissez très bien. Ce sont les cétacés, les orques, les baleines. Okay. Et aujourd'hui, regardez bien. Regardez comme la vie, elle est belle sous l'eau. Regardez avec toutes ses couleurs, avec toutes ses formes différentes. Regardez comme la vie est magnifique de partout et si diverse, si belle. Et la vie, on la retrouve aujourd'hui sous l'eau, mais aussi en dessus. Finalement, les animaux marins ont réussi à coloniser tous les habitats. Mais dis-moi Isabelle, ça c'est bien beau, mais il me semble qu'il y a eu quand même quelques soucis avec la vie sur Terre. Tu vas m'expliquer justement pourquoi au final je ne retrouve pas tous ces animaux quand je mets la tête sous l'eau.
C'est parce qu'on a eu 5 extinctions de masse. Une extinction de masse, ça veut dire que les organismes vivants meurent. Et il y en a beaucoup qui meurent. La première fois, ça a été parce qu'il y avait la glaciation. Une glaciation, ça veut dire que l'air se refroidit et même l'océan se refroidit. Donc les animaux qui vivaient dans l'océan n'ont plus beaucoup de place pour vivre. Le niveau des mers a diminué et 7 espèces 7 animaux sur 10 ont disparu. La deuxième extinction de masse, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On pense que ce sont des volcans ou des météorites, mais le résultat est que le dioxygène a diminué et de là, 7 organismes sur 10 ont encore disparu. Troisième extinction, la plus importante, celle-là on est sûr que c'est dû au volcan et peut-être aussi à des météorites, et là, le dioxygène diminue, la température augmente et 9 organismes vivants sur 10 meurent sur toute la Terre et dans l'océan. L'extinction suivante, là, ce ne sont que des volcans. La température augmente et 8 organismes sur 10 disparaissent. Et la dernière extinction, celle que tout le monde connaît, qui est due à un gros météorite et aussi à des volcans, qui a vu la disparition des dinosaures, de presque tous les dinosaures, parce qu'il existe encore des dinosaures en ce moment, ce sont les oiseaux. Et donc là, quand la météorite a percuté le sol, il y a eu une grosse fumée qui est venue, la température a diminué, après il y a eu les volcans, là la température a augmenté, tout ça pour dire que 7 organismes vivants sur 10 ont encore disparu. C'est dur quand même. Et il y a encore d'autres choses qui ont perturbé notre vie sur Terre, Isabelle. Et oui, on a vu qu'on était tous sortis de l'eau finalement, qu'on a un ancêtre commun, tout petit du reste. Et on a vu aussi qu'on était tous liés. Mais voilà, il y a effectivement aujourd'hui une 6e extinction. On parle d'une 6e extension de masse et qui serait due principalement à nos activités humaines. Alors, regarde Patrick, on a quand même de la chance sur Terre, parce que l'énergie du Soleil qui arrive à la surface de la Terre est à l'origine de la chaleur, et cette chaleur, elle est retenue par des gaz qui sont très très naturels. Et heureusement qu'on a ça, parce que sinon il ferait très 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 froid à la surface de la Terre. Mais voilà, cette couche de gaz, aujourd'hui, elle a tendance à augmenter. Et on va voir quelles en sont les causes. Eh bien voilà, c'est à cause de nos activités, de tout ce qu'on fait, parce que finalement, chaque fois qu'on se déplace, que ce soit avec une voiture ou avec un avion, on émet ces fameux gaz qui vont après se mettre dans l'atmosphère et qui vont participer à garder encore un peu plus ces rayonnements du soleil. Chaque fois également qu'on fabrique des maisons, qu'on fabrique des ponts, mais aussi tout ce qu'on fait au niveau de l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit les cultures, et puis la production de notre électricité, la production de chaleur aussi pour se chauffer, bien sûr, et toutes les industries qui servent finalement à produire, toutes les usines qui servent à produire tous nos biens de consommation aujourd'hui. Alors les effets, on les connaît et vous en entendez beaucoup parler. On parle du réchauffement, donc le réchauffement climatique, le réchauffement de l'atmosphère, de l'air, bien sûr, il engendre le réchauffement de l'océan. Et ce réchauffement de l'océan, il est à l'origine de la disparition de certaines espèces, et que certaines espèces sont en voie de développement, et en tout cas, certaines espèces sont obligées de quitter leur habitat pour aller ailleurs, parce qu'elles ne sont plus du tout adaptées à ces nouvelles conditions. On a une fonte des glaciers également, qui est importante et qui arrive à une augmentation du niveau de la mer. Et cette augmentation du niveau de la mer, elle est également à l'origine de ce qu'on appelle l'érosion des côtes. Les côtes, elles sont finalement un petit peu comme si c'était grignoté, par la mer aujourd'hui. Mais cette érosion des côtes, elle est due aussi à autre chose. Entre autres pour notre électricité, mais pas que, on fabrique des barrages sur les fleuves, entre autres. Et ces barrages retiennent une partie du sable. Le sable n'arrive plus du tout à la mer. Et donc, on a ce petit grignotage des côtes parce qu'on n'a plus assez
de ce sable qui arrive sur les mers. Et pourtant, en même temps, la population, elle augmente sur Terre, on le sait. Et de plus en plus, il y a des gens qui construisent sur ces rivages. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, on s'attend à avoir des vrais gros soucis au niveau des populations qui sont installées à ce niveau-là. Et puis, il y a un autre facteur qui est important pour la diminution de cette diversité dans les océans, et c'est la surpêche. Aujourd'hui, on a tendance à consommer beaucoup plus, on a tendance à pêcher beaucoup plus qu'on ne consomme. Et on le fait essentiellement avec des bateaux, des chaluts, qui ont des grands filets, des filets de fond. Ces filets-là arrivent à ramasser toutes les espèces de poissons, et même aussi ceux qui sont au fond, et qui abîment également les fonds marins. Et ça participe également à la disparition des espèces. Un nouveau quiz. Alors, est-ce que vous pensez qu'un déchet qu'on jette à Paris peut se retrouver dans l'océan? Alors, c'est oui ou c'est non? Ah, bravo! Vous avez raison, et ce qui se passe, c'est qu'à Paris, nous avons la Seine, et la Seine, s'il y a des déchets qui sont dans la Seine, ils peuvent se retrouver dans l'océan. En fin de compte, tous les déchets qu'on peut jeter n'importe où sur la Terre peuvent se retrouver dans l'océan avec le vent, dans les rivières, dans les fleuves, et finalement dans l'océan également. Bravo Anna qui vient de prendre la tête. Nouveau quiz. Combien de continents de plastique y a-t-il dans l'océan? 2, 5 ou 7, d'après vous? Oh, là, c'est sacrément équilibré. Bon, on va vous donner la réponse, vous la voyez déjà, c'est 5. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 5 continents de plastique? Vous voyez, les 5 continents de plastique correspondent à 5 grands courants qu'il y a dans l'océan. Il y en a un dans l'océan Atlantique Nord. Alors Isabelle est censée vous montrer où est l'Atlantique Nord, elle y arrive. Donc il y en a un dans l'océan Atlantique Nord, un dans l'océan Atlantique Sud, un dans l'océan Pacifique Nord, un dans l'océan Pacifique Sud et un dans l'océan Indien. Et donc ces continents de plastique, ce sont des microplastiques, c'est-à-dire que ce sont des plastiques qui sont vraiment tout petits, qui font moins de 20 cm. Et quand on dit continent, ça ne veut pas dire qu'on peut marcher dessus. C'est une soupe, donc on passe au travers. On a des solutions justement pour éviter ce plastique, c'est d'utiliser des savons solides, du shampoing solide, ça évite d'avoir des contenants en plastique, on peut éviter les pailles, là il n'y a vraiment pas d'autre solution. Le vrac, c'est-à-dire que là vous achetez notamment de l'alimentation, là ce qu'on peut voir c'est mon bocal de poivre, mon bocal de sucre, tout ça, ça évite les contenants en plastique ou autres. On a encore d'autres solutions, c'est d'utiliser les mugs. Le mug, c'est-à-dire c'est une tasse, ça vous évite de prendre un verre en plastique. La gourde en métal que vous pouvez emmener dans votre école, ça évite encore des bouteilles en plastique et des sacs en tissu qui évitent encore une fois les sacs en plastique. Il y a encore plein d'autres solutions. Et là, c'est Isabelle qui va vous en parler. Et oui, Patrick, il y a encore d'autres solutions. Par exemple, on peut fabriquer ces produits ménagers. Et comme ça, on évite tous les contenants. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi faire réparer tout ce qui finalement est cassé plutôt que de les jeter. Et puis, troisième solution, on peut peut-être réduire un peu sa consommation de poissons. Et surtout, en tout cas, quand on en mange, essayer de manger du poisson qui a été pêché de façon responsable. Et dernier point et le plus important, osez vous immerger, osez aller voir sous l'eau, passez sous le miroir de l'eau pour aller voir ce qu'il y a et ce qui se passe. Vous verrez comme la vie est belle et foisonnante. On ne protège que ce que l'on voit, que ce que l'on connaît aussi pour bien protéger l'océan. Allez voir ce qu'il y a dessous. Donc sur le site. Vous retrouverez tout ce quiz en tout cas sur notre site internet oceanacademy.longitude181.org. Voici le podium du quiz où vous avez bien participé. En 3, il s'agit de Potiron. En 2, Gaïa. Et en premier, attention, c'est Anna. Bravo à vous.
Bravo à vous tous et merci. Donc, oui, donc sur notre site, vous allez retrouver le podium. Il y a aussi des jeux que vous pouvez voir, des coloriages, des origamis. Nous allons voir maintenant la vidéo, une vidéo que j'ai faite essentiellement en palme, masque et tuba. Et c'est seulement la vidéo de la fin qui a été faite en plongée. Donc ce sont des choses que vous pouvez voir simplement sans bouteille. Sans bouteille, tout à fait. Et vous verrez, en respectant l'animal, en ne l'effrayant pas, en approchant doucement l'animal au bout d'un certain temps, il prend confiance et il reste avec vous. Vous allez voir notamment une vidéo où je suis avec une grande raie aigle qui est plus grande que ça et je suis resté avec elle pendant très très longtemps. Il y a aussi une vidéo avec un grand requin-baleine qui était grand comme pratiquement vos tables là. Voilà, ça c'est ma rencontre avec le requin-baleine. Les points qui sont sur sa peau sont vraiment uniques. C'est un peu son empreinte digitale. Là, sa nageoire caudale, donc la nageoire de la queue, voilà, qu'on voit, était aussi haute que moi. Un requin pointe noire, donc requin pointe noire, comme son nom l'indique, il a des pointes noires sur les nageoires. J'ai passé une semaine au milieu des requins. Donc là, je pensais que ce requin gris... On a tous plongé avec les requins, on est tous encore là. Hein. Je pensais qu'il allait venir près de moi. Et regardez là, le requin, il nage pratiquement plus et le poisson derrière bouge. Là, ce sont des raies mantas que j'ai vues. Elles sont toutes à la queue leu-leu. L'eau est un peu trouble parce que là, il y a du plancton. C'est ce qu'elle mange. Et la plus grande des raies mantas est toujours devant. Et celle qui est un peu plus petite derrière. Et la dernière des raies mantas, c'est la plus petite des raies mantas. Regardez comme c'est beau, on dirait qu'elle vole. Là, une raie aigle, elle est en train de chercher sa nourriture. Et elle a la capacité, comme les requins, de détecter les animaux, même si elle ne les voit pas. Et donc là, elle est en train de chercher, c'est la fameuse raie aigle avec laquelle je suis resté pendant très très longtemps. Et là, elle vient de découvrir quelque chose. Elle est en train de manger un gros escargot qui s'appelle un lambi. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je suis resté plus de 15 minutes avec cette raie aigle. Elle savait que j'étais là, mais elle n'avait pas peur simplement parce que je l'ai respectée. Je ne faisais pas de bruit et elle est restée avec moi. Et c'est moi qui suis parti parce que finalement, j'aurais très bien pu rester longtemps avec elle. Ça, ce sont des grondins volants. Je vous laisse regarder. Nous, on est tous plongeurs, on aime tous l'eau, on aime tous la mer, on aime tous l'océan. Et on vous invite, quand vous voulez, pour venir nous rejoindre sous l'eau et découvrir toutes les merveilles qu'il y a sous l'eau. Maintenant, regardez ce que fait ce poisson, une vive tropicale qui vient de rentrer dans son terrier. Là, le dauphin, vous avez vu qu'il nageait très vite au début parce qu'il était un peu apeuré. Et moi, je suis resté tout seul dans l'eau. Et à partir du moment où j'étais tout seul dans l'eau, vraiment calme, le dauphin s'est complètement calmé. Et après, il y en a même un autre qui est venu me voir. Tout simplement pour dire que si vous ne perturbez pas l'animal par des gestes trop brusques ou par votre comportement un peu agressif, l'animal a peur. Et là, on le voit bien, le dauphin est vraiment près de moi, aucun problème. Et la dernière vidéo, ça c'est la vidéo que j'ai prise en plongée, vous vous retrouvez au milieu d'un banc de poissons. Donc là, je pense que c'est quelque chose comme des petites sardines. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez voir comment les poissons se déplacent, comment ils sont synchronisés, comment ils nagent tous ensemble. C'est un sens qu'ont les poissons qui leur permet de se repérer dans un banc. Ils savent exactement où ils sont dans le banc. C'est-à-dire que si le banc vient changer de direction, celui qui est à la fin devient au début. Voilà, je vous remercie. Merci à vous tous. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le talentueux Monsieur No, créateur des Enfants Fantastiques. Comme nous, il pense qu'il n'y a pas d'âge pour changer le monde, mais lui le fait en musique. Il intervient dans des écoles depuis 20 ans pour créer des chansons engagées. Les chansons sont créées par les enfants, chantées par les enfants, pour les enfants. Mais les grands aiment bien aussi. Vous êtes prêts à chanter avec nous ? Tout est préparé pour faire un karaoké tous ensemble. Je donne le micro à qui ? Monsieur No.
Ah non, parce que... Toi, tu chantes. Allez. Vous êtes prêts? Vous allez entendre. On chante tous ensemble. Allez, c'est parti. Vue de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut, y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, C'est de l'eau. dans les rivières et dans les étangs, petites mares et grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, C'est de l'eau. c'est de l'eau, C'est de l'eau. C'est de l'eau. et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, ICO. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Grain de raisin et puis grain de blé, le pain, le vin, les fruits et le lait, l'écureuil, le cheval et l'oiseau, c'est de l'eau. Le sang pur qui Coule dans nos veines. la sueur quand on court à perdre haleine, tout notre corps, la chair et les os, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et nous sommes Matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, ICO. C'est de l'eau, c'est de l'eau. un bébé qui attend patiemment le premier sourire de sa maman. Ce qui le protège bien au chaud, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Bravo les enfants. Bravo. En se baladant en forêt, si vous êtes attentif à ce qui vous entoure, vous verrez des arbres. Normal, me direz-vous. Mais en étant encore plus attentif et silencieux, vous découvrirez des oiseaux et parfois même de grands mammifères. Et au détour d'un chemin, vous verrez peut-être un forestier. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir l'un d'entre eux et son meilleur ami à 240 ans. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un arbre. Je vais tenter d'être un arbre devant vous. Vous êtes très intimidant, vu d'ici. D'ailleurs, je dois vous dire que moi, c'est vrai que c'est auprès des arbres que je me sens le mieux.
Et j'en ai rencontré un quand j'étais petit, et il m'a demandé d'être un petit peu un ambassadeur auprès de vous pour vous expliquer qui il est vraiment. Quand on voit un arbre, on a l'impression que c'est un être inerte, qui ne bouge pas, qui est peu réactif. Pourtant, en réalité, auprès des arbres, il se passe plein de choses. Alors, on va tenter d'imaginer quelque chose d'assez incroyable. Essayez de vous projeter en forêt. On est le printemps, on est au mois d'avril. Moi, l'arbre que j'apprécie particulièrement, que j'ai rencontré quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, c'était un moment important dans ma vie, et j'aime bien aller me ressourcer au pied de cet arbre, et en particulier au mois d'avril. Et au mois d'avril, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les bourgeons qui sont tout au bout des branches, qui petit à petit s'ouvrent, et sortent de ces bourgeons tout doucement une petite feuille qui pousse. Exactement comme là, elle pousse, et elle a un rôle très particulier. À partir de ce moment-là, il va se passer plein de choses. La première chose, c'est qu'elle va essayer de fabriquer plein de matières qui sont utiles pour beaucoup, enfin pour nous tous, pour tous les êtres vivants. Elle va fabriquer de l'oxygène. Alors vous avez compris tout à l'heure, les océans, c'est eux qui produisent un maximum d'oxygène. Mais les arbres aussi produisent de l'oxygène. C'est ce qui nous permet de respirer. Voilà, nous les humains, on a besoin de l'oxygène. Alors, on aime bien aller se retrouver dans les forêts, on aime bien aller se promener en forêt, faire des cabanes avec les branches qui sont au sol. Pourquoi pas sauter dans les flaques de boue ? Là, en ce moment, on peut commencer à faire des sauts dans les flaques de boue. Moi, j'adorais faire ça quand j'étais jeune, comme vous, pour certaines des personnes dans l'assistance. Mais en même temps, tout le monde aime bien aller en forêt, se ressourcer en forêt, se retrouver en forêt. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les arbres nous procurent de l'oxygène. Voilà, comme le chêne que vous voyez à l'écran. Mais pas seulement. En réalité, il se passe plein de choses auprès des arbres. Alors qu'il paraît inerte. Encore une fois, souvenez-vous, on est le printemps, on entend les oiseaux qui chantent. Et à un moment donné, on entend comme de la pluie qui tombe des arbres. Est-ce que vous savez pourquoi on a l'impression qu'il pleut alors que pourtant le ciel est bleu, qu'on est le printemps ? Non, pas d'idée ? Eh bien, en réalité, c'est parce qu'il y a des petits organismes qui sont en train de tenter de dévorer la feuille que vous avez là, et qui, à cause du fait qu'il est en train d'essayer de dévorer la feuille, eh bien, il est obligé, enfin l'arbre se défend, et il est obligé de retirer toutes les défenses que l'arbre essaye d'utiliser pour empoisonner cet organisme. Cet organisme, il est tout petit et il est calé sur le rythme de la sortie des feuilles. C'est une petite chenille. J'espère que tout le monde la voit, mais c'est normal, c'est minuscule, on est en forêt et les chenilles sont toutes petites. Cette petite chenille, elle sort d'un œuf qui se trouve juste sous la branche et elle arpente, comme ça, la branche. Elle va se rapprocher de la feuille. Elle va se poser dessus et à un moment donné, elle va commencer à croquer. Elle va donner un premier coup de mandibule, un peu comme les dents de la chenille. Elle donne un coup de mandibule qui fait un trou dans la feuille. Et là, il va se passer plein de choses en très peu de temps. Alors, on va faire un truc, c'est qu'ensemble, on va compter jusqu'à 15. Imaginez, la feuille vient de croquer, et là, il se passe quelque chose au bout de 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aïe! Alors, elle ne crie pas, vous n'entendez jamais aïe. Quand vous êtes en forêt, vous n'entendez pas les arbres qui vous crient aïe. Mais pour autant, à ce moment-là, à l'endroit où ça fait mal, eh bien, la feuille émet une petite substance, un petit produit, qui alerte tout ce qui est autour de la zone qui a été croquée, pour dire « Attention, je me fais croquer ». C'est une substance, pour les plus grands, qui s'appelle la traumatine. Ça porte bien son nom. La feuille est traumatisée, elle émet cette substance. Les cellules qui sont autour, cette fois en 30 secondes, alors on ne va pas compter jusqu'à 30, parce que sinon ça va réduire mon temps de parole, et comme je suis assez bavard, ça me frustre, je serai frustré. Donc, à partir de ce moment-là, les autres parties de la feuille qui sont autour émettent une nouvelle substance qui dit à toute la feuille « Attention, on se fait croquer ». Et à partir de ce moment-là, toutes les parties de la feuille ont une mission, tout faire pour perturber la digestion de la chenille. Et donc, elles modifient
la composition à l'intérieur de la feuille. Elle modifie les cellules qui composent cette feuille. Alors la feuille, enfin la chenille qui, elle, est en train d'essayer de la croquer, eh ben, elle est confrontée à ces éléments qui sont difficiles à digérer. Et pour ça, eh ben, elle doit s'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'elle fait pour s'en débarrasser? Elle fait caca. Et c'est pour ça que quand vous êtes en forêt, que vous avez l'impression qu'il pleut, en réalité, il ne pleut pas de l'eau, il pleut du caca de chenille. Sachez une chose, parce qu'il pleut du caca de chenille, ça vous fait du bien. Alors, je vous explique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce caca de chenille est donc la traduction de notre arbre qui est en train de changer des choses. La première chose qu'il est en train de changer, c'est sa composition. Et puis, en fait, donc, la chenille évacue des trucs. Mais en même temps, c'est pas suffisant. Alors, la feuille, elle produit de nouvelles substances. Comme vous grandissez, vous voyez, à un moment, vous fabriquez de l'os, vous fabriquez du sang, vous fabriquez de la peau, vous fabriquez des muscles. Eh bien, ce que fait la feuille, c'est qu'elle fabrique une substance qui est très, très difficile à dégrader, comme le bois. Vous voyez bien, le bois, quand on tape dessus, c'est pas comme une feuille. La feuille, moi, quand j'étais petit, aujourd'hui, je fais plus, je vous promets, mais quand j'étais petit, entre les nervures de la feuille, j'aimais bien tirer, vous voyez, pour reconstituer les nervures de la feuille. Bon, je le fais plus, mais c'est ce que fait un petit peu la chenille. Donc, pour rendre la chose plus difficile, vous voyez bien, au tout début, au printemps, début mai, quand les feuilles sont bien tendres, c'est très facile à faire. À un moment, c'est plus difficile, il faut tirer beaucoup plus. Et bien, ce produit-là, ça s'appelle des tanins. Bon. Mais imaginez bien que si à un moment, on a une chenille qui est sortie à un endroit, de l'autre côté de l'arbre, il y en a une autre qui va sortir, puis encore ailleurs, partout sur l'arbre, tout autour. Il faut donc que l'ensemble des feuilles de l'arbre soit prévenu qu'il va y avoir plein de chenilles. Et que si on ne va pas très très vite, eh ben, on n'aura pas le temps de produire tous les produits qui vont impliquer, qui vont obliger la chenille de faire plein de caca. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, notre feuille, elle essaye de prévenir toutes les autres feuilles de l'arbre. Le problème, c'est comment prévenir? On va imaginer, vous êtes en forêt, vous vous promenez, il y a un moustique qui approche de vous. Vous entendez ce petit... Il y a des gens que ça fait sourire, mais j'imagine qu'au moment où ça vous arrive, ça ne vous fait pas sourire. Et vous le cherchez, puis à un moment, il arrive sur votre main, il vous pique. Qu'est-ce que vous faites? On tape, parce qu'on ressent la douleur. On sent que ça, qu'il faut agir. Est-ce que l'arbre, il peut taper? Imaginez une branche, vous êtes en forêt, et puis d'un coup, vous voyez une branche qui fait ça. Sur la chenille. Pas possible. On est d'accord. Donc, il faut absolument prévenir. Le problème, c'est que nous, si on sent la douleur, c'est parce qu'on a un système nerveux qui nous permet de ressentir les choses. L'arbre, il n'a pas ça. Malgré tout, la feuille, elle sait qu'elle se fait dévorer puisqu'elle réagit. Alors, elle transmet des informations par la sève, le sang de l'arbre. Voilà. Sauf que la sève, elle circule dans les canaux, mais lentement, ça va tout doucement. Nous, on a un cœur. Le cœur, il permet de propulser le sang partout dans l'arbre. La sève, elle circule doucement. Elle circule jusqu'au cœur de la branche. Puis après, elle va au niveau du tronc. Puis ça va dans un sens, puis de l'autre. Le temps que ça revienne à l'autre branche, où une autre chenille va émerger, il peut se passer 1 jour et demi à 2 jours. Beaucoup trop long pour réagir. Alors notre arbre, il émet des molécules, il émet des substances, des produits qui se dispersent dans l'air. C'est comme s'il soufflait. Et dans l'air nouveau qui est émis, dans toutes les molécules qui se trouvent dans l'air, il y a des informations que les feuilles qui sont à côté savent détecter. Et toutes les feuilles qui sont autour sont capables de dire « Waouh, attaque de chenille, vite, réagissons ». Et à ce moment-là, les autres feuilles qui sont autour vont elles aussi produire les substances dont on a parlé tout à l'heure. Mais dans toutes ces substances, dans tous ces produits, dans toutes ces odeurs qui circulent dans l'air, elles peuvent revenir jusqu'à nous, qui sommes en bas. On les respire. Toutes ces substances, alors pour les grands, ça s'appelle des phytoncides. Pour les petits aussi, ça s'appelle des phytoncides. Ça a le même nom pour les deux, c'est top. Eh bien, ces phytoncides, quand on les respire, notre corps, il les reconnaît comme des substances, comme des odeurs qui
possiblement peuvent nous poser des problèmes. Et là, nous, notre corps, il se défend. Et c'est pour ça que parfois, quand on rentre de forêt au printemps, le soir, on est fatigué parce qu'on a couru, parce qu'on a sauté dans les flaques d'eau, parce qu'on a fait des cabanes, mais aussi parce qu'on a respiré ces molécules et que notre corps est en train de se défendre. Et parce qu'il est en train de se défendre, eh ben, il prépare notre corps à tout un tas d'autres attaques, des virus. Et Dieu sait que depuis 3 ans, on entend beaucoup parler des virus. Eh bien, en fait, c'est une première protection que l'arbre nous offre gratuitement. Mais il se passe encore un autre phénomène, un autre élément qui est très important. C'est qu'imaginez bien, notre chenille, elle a commencé à grignoter, puis elle continue à grignoter un peu, donc elle continue à faire caca. Bon, c'est un autre problème. Elle grignote. Mais à un moment donné, si cette chenille, imaginons, elle n'arrive plus à grignoter, elle est suffisamment grande, elle s'est transformée en une chenille, ça donne après des... Non, vous êtes super fort. Bravo, je suis impressionné. Et bien donc, notre chenille s'est transformée en papillon, elle a disparu. Et à partir de ce moment-là, et bien du coup, la place est libre, la feuille est enfin libérée de la chenille qui l'a grignotée. Le problème, c'est que ça fait une blessure. Et que quand il y a une blessure, quand vous vous blessez, qu'est-ce qui se passe ? On met un pansement, on met du désinfectant, vous êtes bien d'accord ? Est-ce que la feuille va être en capacité de se mettre un pansement et de se mettre du désinfectant ? Alors vous imaginez encore la branche qui est de l'autre côté, qui arrive, allez, je mets un peu de désinfectant, un petit pansement et on repart. Non, ce n'est pas possible. Donc que va faire la feuille ? La feuille, elle, son désinfectant, c'est un petit courant électrique. C'est comme si vous lui mettiez de l'électricité. Elle la produit toute seule, son électricité. Et de produire cette électricité, ça stimule la feuille pour qu'à un moment, elle cicatrise. Pas de besoin de pansement, mais elle fait une petite cicatrice. Et là, du coup, le risque qu'il y ait des maladies qui viennent s'arrête. Il n'y a plus ce risque-là. Mais les petits morceaux d'électricité qui sont produits par la feuille pour cicatriser, à un moment, il y a un coup de vent. Donc imaginez, la chenille a disparu, il y a un petit peu de vent, et l'électricité produite, elle peut se libérer dans l'air. Et là aussi, nous, on la respire, cette électricité. C'est ce qu'on appelle des ions négatifs. Eh bien, ces petits morceaux d'électricité, quand on les respire, on diminue notre stress. C'est pour ça qu'on se sent bien et zen. D'ailleurs, je vous raconte une petite histoire entre parenthèses. Un jour, un collègue, un forestier, car je ne suis pas le seul forestier, il y en a d'autres en forêt, était au pied d'un arbre et après une grosse matinée de travail, il avait grignoté au pied d'un arbre qu'il affectionnait particulièrement, il l'aimait bien, et il s'est fait une petite sieste et au même moment, une classe passe devant lui avec donc la maîtresse qui était devant. Et là, l'un des enfants dit à la maîtresse « Oh, regardez, le monsieur, il dort ». En fait, c'est parce qu'on se sent bien en forêt et du coup, on peut être amené à dormir tranquillement. Ça avait réveillé mon collègue forestier. Et le collègue forestier, pour garder un peu son appoint, garder les yeux ouverts et avait dit « Non, j'écoute l'arbre pousser ». Bon. Ça prenait du temps. Il n'empêche qu'on est bien en forêt. Pourquoi ? Parce qu'on ne se sent pas stressé quand on est en forêt. Eh bien, pourquoi ? Parce que ces ions négatifs baissent notre niveau de stress. Et c'est ce qui fait que quand on est en forêt, eh bien, on se sent bien parce qu'on y marche, et ça fait une petite activité physique qui fait toujours du bien. En plus de ça, on respire de l'oxygène. En même temps, on respire les phytoncides qui renforcent notre système immunitaire, qui nous rend beaucoup plus résistants face aux maladies. Et enfin, en plus, on respire un petit peu d'électricité, les ions négatifs, qui réduisent notre niveau de stress et qui nous rend, du coup, en meilleure santé. Voilà pourquoi ça nous fait du bien d'être en forêt. Mais je voulais vous amener encore un tout petit peu plus loin sur un élément qui me paraît important. Parfois, les arbres, on se dit, mais est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'ils sont réactifs ? Est-ce qu'ils sont aussi vivants qu'on pourrait le soupçonner ? Est-ce qu'un arbre est capable d'apprendre ? Je vais vous raconter une petite histoire. Mon chêne, qui ne ressemble pas tout à fait à celui que vous avez à l'écran. En fait, il est plus haut. Certains printemps, au moment de la sortie des feuilles, mais lui, il est en retard. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de le constater et de me dire « Mince, est-ce que mon arbre est malade ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème ?» Et en fait, mon arbre, probablement que par le passé, il avait été
très attaqué par des petites chenilles et qu'il en a gardé une forme de mémoire. Et il y a des scientifiques, des gens qui étudient les arbres depuis longtemps, qui se sont rendus compte que certains arbres pouvaient apprendre et donc retenir les feuilles. Alors imaginez, la feuille, elle est là, elle est dans ma manche. Enfin non, elle n'est pas dans ma manche, elle est dans le bourgeon. Elle est en attente. Donc vous avez le bourgeon qui est là. Les conditions sont favorables pour la sortie de la chenille, et la chenille, elle sort de l'œuf. Comme tout à l'heure dans l'histoire, elle arpente sous la branche, elle arrive au niveau du bourgeon parce qu'elle sait que normalement, c'est l'heure de la sortie des feuilles. Puis elle attend. Et puis mon arbre, lui, il ne sort pas ses feuilles. Et il se passe 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, chez certains arbres, et c'est le cas du chêne au pied duquel j'aime bien m'asseoir, 3 semaines parfois. Mais en 3 semaines, alors que la chenille est sortie, elle a besoin de manger. Et elle meurt, cette chenille. Et parce qu'elle est morte, au moment où le chêne va sortir ses feuilles, eh bien, il n'y aura plus de chenilles pour dévorer ces feuilles, qui seront tranquilles, qui ne seront pas blessées, et qui, du coup, n'auront pas besoin de déclencher tous les processus que je vous ai expliqués. Il y a une dernière chose que je voulais vous raconter. Quand vous irez vous promener en forêt, vous verrez, il y a bien sûr les chênes qui, eux, ne bougent pas. En réalité, alors qu'il y a un calme apparent, que tout est tranquille, vous constaterez, enfin, vous repenserez à ce que je viens de vous raconter, et puis là, vous vous direz, en réalité, il se passe plein de choses pour le chêne. Mais en plus de ça, le chêne, il est malin, il se fait aider de tout un tas d'organismes, et notamment des oiseaux, notamment des chauves-souris. Alors moi, j'aime bien les chauves-souris, c'est des animaux de la nuit, mais comme je n'ai pas peur d'aller la nuit en forêt, j'aime bien aller les écouter, aller les observer. Eh bien, sachez que parmi les oiseaux, par exemple, les petites mésanges qu'on a parfois dans les jardins, au moment où il y a ces fameuses chenilles qui sont en train de manger les feuilles des arbres, eh bien, un couple de mésanges peut manger entre 5 et 8 000 chenilles pendant qu'elle élève ses jeunes. Certaines chauves-souris, elles vivent en groupe, elles forment ce qu'on appelle des colonies. Certaines chauves-souris, pendant le mois de mai, quand on a ces fameuses petites chenilles, la colonie est capable de manger 1 250 000 chenilles. C'est considérable. Et elles assurent un service de nettoyage, qui du coup rend nos arbres beaucoup plus résistants à tous les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Voilà. Donc je vous invite, la prochaine fois que vous irez en forêt, à être très attentif aux arbres, à les regarder, à essayer de comprendre tout ce qui s'y passe. Pourquoi pas à vous poser et faire ce qui est parfois un peu difficile, mais ça vaut le coup de faire un peu silence, de vous poser contre un arbre et de regarder ce qui se passe autour de vous. Vous verrez peut-être plein d'animaux. Et puis je vous invite aussi à une dernière chose. Pour bien comprendre un arbre, adoptez-en un, allez lui rendre visite le plus souvent possible, dessinez-le. En dessinant, vous comprendrez un petit peu comment il a poussé. Et puis peut-être qu'en vous naîtra une vocation qui feront de vous les forestiers de demain. Merci. D'accord. Ça y est, vous êtes prêts? Tu fais de moi? Ouais? Bon. Allez, c'est parti. C'est bon, je crois. Fais de moi une pirogue pour pêcher. Tu fais de moi le feu pour bien cuire ton pain. Tu fais de moi des flèches pointues pour chasser. Et tu ne connais pas la fin. Tu fais de moi une porte pour ta maison. Tu fais de moi la charpente pour ton toit. Tu fais de moi des fenêtres sur l'horizon.
et tu n'as plus ni peur ni froid. Puisque tu as tant besoin de moi et que je te suis indispensable, puisque tu as tant besoin de bois, prends bien soin des forêts, de chacun de ces arbres. tu fais de moi des beaux crayons pour écrire. Tu fais de moi des pages de papier blanc. Tu fais de moi des grands livres pour t'instruire, et tu es devenu savant. Tu graves sur moi des initiales quand tu aimes. Tu fais de moi des icônes pour tes dieux. Tu fais de moi la canne qui porte tes peines et le cercueil pour tes adieux. Puisque tu as tant besoin de moi et que je te suis indispensable, puisque tu as tant besoin de bois, prends bien soin des forêts, de chacun de ces arbres. Puisque tu as tant besoin de moi et que je te suis indispensable, puisque tu as tant besoin de bois, prends bien soin des forêts, de chacun de ces arbres. Tu fais de moi, tu fais de moi. Ok, merci. Ok. C'est moi qui commence? Quoi? Nous avons tous des rêves fabuleux, n'est-ce pas? Eh bien, le rêve de notre prochain invité est que tous les enfants et tous les humains sur la planète plantent au moins un arbre dans sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il concrétise déjà son rêve et a permis à 2 millions de personnes d'améliorer son mode de vie en plantant des arbres. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Merci d'accueillir Nicolas Métro, fondateur de Kinome. Merci les amis. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Et oui, je vais vous parler pendant quelques minutes de la suite de la chanson. Comment prendre soin de ces arbres qui prennent soin de nous et qui pourtant partent en fumée ou voilà, rapidement. On l'a tous vu l'été dernier et pas que. Alors j'ai 2 bonnes nouvelles. Il y a des solutions. Et en plus, ces solutions, il y en a plein auxquelles vous, les enfants, vous pouvez participer dès maintenant, sans attendre d'être adulte. Et en y participant, en plus, vous allez nous donner envie de faire plus, nous les adultes. Moi, j'ai eu un rêve, effectivement, il y a 17 ans, de mettre fin à ce cercle vicieux de on aime les arbres tous. En fait, je connais personne qui n'aime pas les arbres. Et en même temps, on les laisse partir. Donc il y a un truc qui ne va pas. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Pas tout. Ça va? Voilà. C'est bon? Je vise quoi? Bon, on a une zapette un peu coquine aujourd'hui. Hein. Un peu comme les chenilles de tout à l'heure. Bon, ça va venir. Je vais avoir de l'aide. Voilà. Nous aimons les arbres et nous les laissons partir en fumée. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et pour ça, il y a 17 ans, je me suis mis en marche en me disant comment, en s'inspirant des arbres, et quand on écoute Laurent, on se rend compte qu'il y a plein de solutions pour les arbres eux-mêmes, mais aussi pour nous. Il nous l'a bien expliqué. Et du coup, j'ai créé une organisation qui s'appelle Kinome. C'est du japonais, ça veut dire l'œil de l'arbre.
Donc si on regarde les choses avec l'œil des arbres, eh ben, on peut apporter plein de solutions. Les arbres, ils nous apportent à manger, ils nous apportent à boire, ils nous apportent du travail, ils nous apportent des médicaments et plein d'autres choses. Et si nous apportons ces solutions aux gens, alors ils auront peut-être envie d'arrêter de couper les arbres ou de se lever pour aller éteindre le feu quand il y a un incendie. Et du coup, à partir de là, eh ben, j'ai créé tout un tas de projets en Afrique, en Amérique latine, en France, et je vais vous en partager 2. Et ces 2 projets, ils vont vous montrer 2 choses. Ils vont vous démontrer que Adam et Adèle Rose, quand ils nous ont parlé de potentiel tout à l'heure, ben, c'est pas du chiquet, c'est vrai. Vous pouvez faire des choses formidables dès maintenant. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé, on était 1,5 milliard de moins qu'aujourd'hui sur Terre. C'était il y a 17 ans. 1,5 milliard de moins. Et comme c'était il y a 17 ans, ce 1,5 milliard d'êtres humains, il a tous moins de 17 ans. Donc vous avez le quantitatif. Vous êtes très nombreux, les enfants, à pouvoir agir aujourd'hui. Et en plus, vous avez le qualitatif. Et surtout, vous avez le qualitatif. Parce que on a tous un cœur. On a tous un grand potentiel. Mais parfois, nous les adultes, le cœur, il est un tout petit peu barricadé. Et pour changer la situation des océans ou des forêts et tout le reste, on a besoin de ce cœur complètement ouvert. Et vous pouvez nous y aider. C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Vous allez le voir dans les photos qui arrivent, dans une vidéo qui arrive, vous allez voir les enfants. Les arbres sont des êtres vivants incroyables. Ça fait plein de choses, les arbres. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui coupent les arbres et il y a des autres personnes qui essaient d'en replanter. S'il n'y avait pas la nature, on ne verrait pas autant d'animaux. La terre, ça nourrit plein d'animaux et plein de personnes en manquent. Il nous aide à survivre. Ça prend tout ce qu'on respire et ça le transforme encore en oxygène. Et ça évite les inondations et les sécheresses et l'érosion. Je suis contente parce qu'on participe à un geste pour la planète. Je trouve que c'est un bon geste pour la planète. Il y a le réchauffement climatique, ça revient à un point, les humains, ils ont trop mis de pollution dans l'atmosphère, donc maintenant... Il faut garder la forêt en bon état. Moi, ce que je pense, c'est que tous les enfants de France devraient planter des arbres. Ça devrait faire partie du parcours d'un enfant. Chaque fois qu'un arbre est planté ici en France, il y en a 2 à l'étranger, avec une belle petite équation. 1 arbre pour moi, 2 arbres pour toi, 3 arbres pour la planète. Et le fait de planter un arbre, ça permet aux enfants de prendre conscience que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils peuvent pas changer le monde. Planter un arbre, c'est un peu aider l'humanité et du coup, ça me rend vraiment heureuse. Je ressens de la joie parce que j'avais jamais fait ça. Moi, je me sens un petit peu comme un sorte de père, comme si c'était mon enfant et que je l'avais fait. Les arbres, c'est les poumons de la Terre. C'est très important. C'est comme le cœur de la Terre. Bon, je pense que vous serez d'accord que vous avez des éco-citoyens engagés, professionnels, qui savent de quoi ils parlent. Et chaque année qui passe, j'observe que les enfants savent mieux comment fonctionne la forêt, mieux comment fonctionnent les arbres, la nature, et ont encore plus envie d'agir. Ça fait presque 30 000 qui sont déjà allés. Et l'idée, c'est que, comme je dis dans le film, que tout le monde puisse avoir accès à ça. Alors, comment ça se passe concrètement ? On va parler de solutions concrètes. On part d'une forêt qui va mal, un incendie, une maladie, une grosse tempête. On a commencé il y a 12 ans, après la grosse tempête qui avait mis la moitié de la forêt des Landes par terre. C'est la plus grande forêt d'Europe. Et puis quelqu'un de l'Éducation nationale nous appelle et dit « Le téléphone sonne tous les jours, les écoles primaires veulent replanter, mais je ne sais pas comment faire. Et surtout, je n'aimerais pas le faire, nous seulement les Landais, mais avec d'autres. Comment on pourrait faire ?» Alors on a mis en place un programme. On est parti de cette forêt qui allait mal, et puis depuis on l'a fait dans plein d'autres forêts, vous allez voir. On a fait le tour des bonnes volontés,
les mairies, les entreprises, parce qu'il faut financer, et puis ils avaient envie d'aider, les écoles, les scientifiques, le conseil général, bref, tout le monde, tous ceux qui vivaient autour de cette forêt, et on s'est dit, on va aller replanter ensemble. À partir de ce moment-là, on a envoyé, là vous voyez Pascal, dans les écoles, expliquer à quoi ça sert la forêt. Parce que, comme on l'entendait tout à l'heure, on ne protège pas ce qu'on n'aime pas et on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Et moi j'ai remarqué, je n'ai pas la statistique exacte, mais presque la moitié des enfants que nous emmenons en forêt n'y sont jamais allés. Ils connaissent les arbres, ils connaissent les parcs, mais ils ne connaissent pas la forêt. Et donc évidemment, ça commence par partager toutes les vertus, certaines choses que nous a partagées Laurent, voilà, de la forêt, de l'arbre. Après, on va sur le terrain. Et on explique pourquoi on replante. Ça ne sert à rien de replanter des arbres s'ils ne sont pas les bons arbres, au bon endroit et qui rendent service. Donc il faut que les enfants comprennent pourquoi on a planté un arbre. Et puis, ensuite, notre partenaire, l'ONF, l'Office national des forêts, et puis d'autres, en agroforesterie, pour faire des haies champêtres, et ailleurs, ils expliquent comment on replante l'arbre, comment il va être entretenu, parce qu'on n'a pas le droit de mentir à un enfant, on ne va pas planter un arbre qui va ensuite disparaître, il faut qu'il soit encore là dans 50, 100 ans, 240 ans, pour qu'on puisse aller s'asseoir dessous. Donc ça, c'est la forêt. Et même à la fin, on distribue un petit diplôme pour dire, tu as planté un arbre, tu es capable de faire plein d'autres choses. Ensuite, c'est à eux de faire. Et là encore, on choisit ce qu'on replante. Là, par exemple, c'est un cèdre. Pourquoi ? Parce que dans cette forêt, il y a eu les scolites dont on parlait tout à l'heure, les animaux qui font périr les épicéas, notamment, dans le reste de la France. Et cet arbre, on pense qu'il va, dans cet endroit particulier, mieux s'adapter au changement climatique qu'un épicéa. Voilà, parce qu'avec le réchauffement, avec la baisse de l'hygrométrie, c'est un arbre qui vient du Maroc et du Liban, il est adapté à un climat plus sec, avec moins d'eau. Donc en plus, vous voyez, il y a plein de choses à apprendre quand on retourne en classe sur le changement climatique, sur la biologie, sur plein d'autres choses. Et donc justement, quand on retourne en classe, vous allez me dire, là non, on n'est pas au même endroit. Et pourquoi on n'est pas au même endroit ? Parce qu'on a mis en place un jumelage. Chaque école qui va planter des arbres en France, elle est jumelée à une école d'un pays du Sud. On a 8 pays du Sud maintenant. Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, Madagascar, Colombie, Brésil, en plus de la France. Et chaque fois qu'il y a un arbre qui est planté par un enfant français, il y en a 2 qui sont plantés, ici au Togo, par un enfant d'un autre pays. Et ils échangent, on va voir après. Ils s'envoient, par exemple, ça c'est une école du Brésil, de l'État du Paraná, qui nous envoie, qui nous dessine ces arbres. Et vous voyez, tiens, c'est bizarre, les arbres brésiliens, ils ne sont pas exactement pareils que le chêne de Laurent. Parfois, ils ont même des fleurs qui poussent sur le tronc. On appelle ça des coliflores, si ma mémoire est bonne. Des arbres qu'on n'a pas, nous, ici. Voilà. Et donc, ils échangent. Et ils se rendent compte que la forêt, elle est partout importante et même essentielle, mais qu'elle ne pousse pas pareil et qu'elle n'a pas exactement les mêmes défis. Et puis, quelquefois, ça va même encore plus loin. Et ça donne des idées pour des projets qui permettent d'améliorer la vie, non seulement en connaissant les arbres, mais en les utilisant, par exemple, pour se nourrir. Vous connaissez ça ? Ça ressemble à du matcha, c'est vrai, et ça a un peu le même goût d'ailleurs, mais ça n'en est pas. Moringa, bravo, c'est du moringa. C'est de la poudre de feuilles. Non, là, ce n'est pas la chenille qui a fait la poudre, c'est nous, c'est de la poudre de feuilles d'un arbre qui, à l'origine, est venu, il y a plus de 1000 ans, d'Inde et d'Éthiopie, et qui maintenant est dans toute la ceinture tropicale. Il pousse avec aucun engrais, il pousse naturellement, il n'est pas invasif, il a besoin de très peu d'eau, et surtout, on va voir, il est plein de trésors nutritionnels. À poids égal, il offre 2 fois plus de protéines qu'un yaourt, sans empreinte écologique. 25 fois plus de fer que les épinards. Attention à le cuire de façon pas trop forte, pas trop chaude, pour qu'on ne perde pas ce fer. 4 fois plus de vitamine A que les carottes, 4 fois plus de calcium que le lait, 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Tout le monde connaît cet arbre pour ses vertus médicinales, très peu de gens le connaissent pour ses vertus nutritionnelles. Et pourtant, aujourd'hui, il pousse
encore une fois, avec très peu d'investissement, dans des pays où, en ce moment, le blé, le manioc, le riz, la nourriture de base a pris entre 30 et 50%. Après le Covid et les problèmes logistiques, et avec l'inflation qui vient de la guerre en Ukraine. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, comme ils ne peuvent pas se passer de manioc, de riz ou de blé, eh ben, ils réduisent le reste. Et donc, ils réduisent les protéines, ils réduisent ce qui donne des vitamines, ce qui donne des acides aminés, ce qui permet aux enfants de bien grandir. Et du coup, il y a un problème de malnutrition et notamment de retard de croissance qui est en train de prendre des proportions affolantes dans pas mal de pays, en Afrique de l'Ouest, à Madagascar, et même dans certains pays qui sont considérés comme riches, où il y a des carences qui s'installent tout simplement parce que les gens n'ont pas l'argent. Et là, on a quelque chose, voilà, c'est cet arbre-là que vous voyez, que les femmes vont récolter, là on est toujours au Togo, qui peut se manger. Au bout de 6 mois, vous avez déjà des feuilles. Vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps, ça pousse tout de suite. Si vous le gardez, si vous le coupez régulièrement, vous voyez sur votre droite, là, en fait, si vous le recépez régulièrement, et ben vous allez récupérer des feuilles. Vous pouvez y retourner tous les mois. Ces feuilles, vous les mettez à cuire un tout petit peu et vous les mettez sur du riz et vous avez un repas complet. Si vous voulez les garder, vous les faites sécher avec des fours solaires. Parfois, vous mettez un peu de gaz quand c'est la saison des pluies, le moins possible, et ça permet de faire la poudre que vous avez vue avant. Et puis, et c'est ça le lien avec ce qu'on a vu avant, et ben vous allez la mettre, cette poudre, en accompagnement, en complément alimentaire dans les cantines scolaires. Alors le problème, c'est qu'au Togo, il n'y a que 8% des écoles qui ont une cantine scolaire. Donc il faut parfois créer la cantine et du coup organiser un groupement féminin, souvent c'est une cantine, qui prennent voilà, chacune leur tour, qui viennent avec des aliments. Et puis ben, nous, on essaye avec des projets, notamment avec Living School, il y a quelques années, on avait fait ça dans une école qui s'appelle Womé, de financer des repas et puis même des installations. Ils avaient financé des installations, voilà, pour que ben, la vie s'améliore. Et en l'occurrence, elle s'améliore grâce à 2 choses, à la nature, à l'arbre, et là on voit que ça a l'air bon ce qu'ils mangent, mais pas que. Elle s'améliore, la vie, parce que les êtres humains, et les enfants en particulier, ont fait confiance à ce trésor que nous avons chacune et chacun à l'intérieur, et aussi à ce trésor qu'est la nature, pour trouver des nouvelles solutions. Encore une fois, là on a une solution qui est locale, qui est facile, qui est rapide, et plutôt que d'importer et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire par ailleurs quand on est en urgence, mais plutôt que d'importer des compléments multivitaminés qui coûtent fort cher, ben on peut peut-être commencer par faire de la prévention et donner un meilleur futur aux enfants. Il y a 35% des enfants au Togo qui sont en retard de développement, en retard de taille, en retard de croissance. Et une partie d'entre eux, ils ne rattraperont jamais ce retard et ni le retard de développement intellectuel. Donc ils ne peuvent pas suivre à l'école comme vous pouvez suivre à l'école, comme moi j'ai eu la chance de pouvoir suivre à l'école parce que j'avais ce qu'il me fallait pour me développer. Vous voyez ? Donc, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Et surtout, ces solutions, vous pouvez tous, les enfants, y participer. Et c'est pour ça que j'ai ce rêve que tous les enfants de France puissent au moins avoir planté un arbre, et peut-être plus, avant de rentrer au collège, donc pendant leurs années de primaire. Pourquoi on le fait au primaire ? Parce qu'en fait, c'est les mairies qui gèrent les écoles primaires. Et donc, comme on part du territoire, comme on part des forêts qui ne vont pas bien, eh ben on va le faire avec les mairies. Et puis en plus, à cet âge-là, bah, vous apprenez plein de choses. Vous avez une institutrice ou un instituteur, et elle peut passer, ou il peut passer toute l'année scolaire à faire de la géométrie, de la biologie, de l'histoire, de la littérature, et le reste à partir de la forêt. On a vu tout à l'heure, on pourrait en parler des jours. Voilà. Donc, souvenez-vous, ce programme, il s'appelle Forest and Life. Vous pourrez le retrouver sur le site de Kinomé, kinomé.fr, l'œil de l'arbre, vous vous souviendrez. Et surtout, vous pouvez y participer. Vous pouvez créer vos propres petits programmes de restauration des forêts. Si vous avez une forêt qui ne va pas bien, à côté, parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a eu un incendie, on en a vu plein des incendies, eh ben, vous allez pouvoir mobiliser les copains, les copines, les parents, les profs, les voisins,
pour aller planter des arbres. Et nous, on vous aidera juste à vous dire, ben voilà, à tel endroit, il faut plutôt planter ces arbres-là. Et puis, il faut des forestiers pour être sûr qu'ils vont être bien entretenus. Mais c'est vous qui allez faire le travail. Et vous allez faire le travail parce que vous avez ce magnifique potentiel. Et à 1,5 milliard, je pense que si tout le monde s'y met, ou même 1% s'y mettent, ça va aller très vite. Et comme ça, on peut être optimiste pour la suite. Merci et bonne fin d'après-midi. Et donc, merci d'avoir écouté et on se retrouve tout à l'heure pour la conférence sur les écrans. On est allé un peu vite en besogne. Il y a des questions-réponses, bien sûr, parce que les enfants, vous pouvez poser des questions. Donc, on a un temps pour ça. Et avant ça, je voulais vous proposer qu'on bouge un peu, parce que c'est pas sympa, quand on est des enfants, d'être assis tout le temps à écouter tout le monde. Donc, je vous propose de vous mettre debout et de faire la posture de l'arbre. Vous avez vu ? Elle est en photo, là. La posture de l'arbre. Alors, les adultes aussi, hein, on ne va pas laisser les enfants faire tout seuls. Hein. Nous aussi, on va se dégourdir. Allez. Voyons un peu cette qualité d'équilibre. On a parlé des arbres. Vous avez des racines jusqu'au fond de la terre. Voilà. Oh là là, quel bel équilibre. Je vois des papas, des mamans exceptionnels. Des enfants incroyables. Vous êtes une forêt magnifique de potentiel pour changer le monde. Bravo. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Vous faites un petit signe et Vladimir qui est là va accourir pour pouvoir prendre vos questions. Les questions, c'est pour Isabelle, pour Patrick, pour Laurent, pour Nico, mais aussi pour Monsieur No, pourquoi pas ? Donc, les questions sont ouvertes. Si vous avez des questions, c'est maintenant, les amis. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui. Juste là. En ce qui concerne les enfants fantastiques, c'est ça, j'interviens principalement en école primaire, mais il m'arrive de temps en temps, plus rarement, d'intervenir en 6e, voire en 5e, mais pas au-delà. Parce qu'après, la conception des chansons telles que je les propose ne correspond plus au format qui est apprécié par les pré-ados. Voilà. Mais par contre, en primaire, 6e, jusqu'à 6e, 5e, ça fonctionne bien. 1, 2, 2. Et pour Forest and Life, c'est un peu la même chose. C'est un programme qui a été conçu pour les primaires, mais qui marche aussi au collège, avec un degré d'autonomisation plus grand. Et donc, on est en train de travailler à des outils qui permettront aux éco-délégués, par exemple, encore une fois, de monter leur propre projet avec moins d'aide que des élèves du primaire. Voilà, pour ça, on lève des fonds. Donc, vous pouvez nous aider. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah oui, je vois là-bas. Vladimir, ça marche le micro ? Ouais. Non, du coup, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là et vous répondez. On répond là ? D'accord. Voilà. Où ça ? Est-ce qu'il existe des chenilles qui sont capables de digérer la feuille sans qu'elle fasse caca ? Tu nous dis comment tu t'appelles ? François-Xavier. François-Xavier. Je crois que Laurent est bien placé pour te répondre. C'est une excellente question. Eh bien, la réponse est que si, à un moment donné, une chenille arrive sur une feuille, la feuille, que ce soit un arbre ou même une petite plante, elle fait tout pour se défendre. Et elle impose à la chenille, quoi qu'il arrive, elle l'oblige à faire caca.
Tout le temps. Toutes les chenilles font caca. Mais il faut bien vous dire que si vous êtes dans une forêt, par exemple, et que vous entendez ou que vous voyez les chenilles qui font caca, c'est que votre forêt est en très très bonne santé, même s'il y a les chenilles. Et plus vous entendez qu'il pleut, donc plus vous entendez que les chenilles font caca, et plus il faut que vous restiez, même si vous vous prenez les cacas sur la tête. J'espère avoir bien répondu à ta question. Autre question? Ah, super, j'adore les questions des enfants, c'est magnifique. Là, au milieu. Tu nous dis bien ton prénom aussi? Marius. Et est-ce que à chaque feuille, il y a une chenille qui la grignote? Eh bien non, pas tout le temps. Ça dépend des années. Il y a des années pendant lesquelles, il y a plein de chenilles. Par exemple, cette année, il y avait beaucoup de chenilles. Mais l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a beaucoup plu le printemps. C'était une année qui était beaucoup plus pluvieuse. Et les chenilles, elles n'ont pas aimé. Et il y en a beaucoup qui sont mortes à l'intérieur des œufs qui se trouvaient sous les branches. Parce qu'il faisait trop froid, parce qu'il faisait trop humide. Et donc, elles sont pas sorties. Et là, tous les arbres ont pu sortir leurs feuilles sans être dévorés par les chenilles. Donc ça dépend complètement des années, ça dépend des situations. Et c'est pour ça que c'est important de bien observer. Moi, pour tout vous dire, j'ai une fille de 9 ans. Avec ma fille de 9 ans, on a un petit carnet et on note parfois les observations de la nature. Et on se rend compte, en le comparant année après année, qu'on n'observe pas forcément toujours les mêmes choses chaque année. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on apprend des choses, en remettant le nez dans nos carnets et en regardant comment les arbres ont réagi une année en fonction des conditions du moment et comment ils réagissent une autre année. Là par là, et ah oui, au bout là aussi. On va essayer de prendre toutes les questions, c'est magnifique. Tu nous dis ton prénom? Elisabeth. Elisabeth. À la maison, j'ai des chenilles. Et est-ce qu'elles peuvent vivre au chaud? Ah, alors ça, il y a un petit complément à la question, une précision? C'est les pierrites du chou. Ah, alors il faut savoir que pour plein de chenilles, à un moment donné, tu vois, la pyrite du chou, elle est habituée à vivre ici, dans nos espaces, dans nos jardins, dans nos cultures. Et ici, elles ont, année après année, appris à vivre avec les hivers très froids par moment. Et elles ont l'habitude de ça. Et beaucoup des espèces, notamment les chenilles, mais pas que les chenilles, même les gros scarabées et plein d'autres espèces d'insectes que tu trouves en forêt ou dans les jardins, elles ont besoin, à un moment donné, d'avoir le froid de l'hiver. Et donc, ta pyrite du chou, à un moment donné, il ne faut pas que tu hésites à la sortir un petit peu. Si tu la maintiens que au chaud, elle va bien se porter à un moment donné, mais ça peut la mettre en difficulté à d'autres moments, notamment quand elle est sous la forme de l'œuf. Voilà, donc c'est important par moment quand même de les sortir pour les laisser s'exprimer un peu dehors et être confrontées au froid pour lesquels elles sont habituées. Mais si elles sont dans un petit bocal dehors... Eh bien, même si elles sont dans un petit bocal dehors. Alors après, attention, si tu les as habituées à être au chaud et qu'elles sortent à un moment où normalement elles seraient au stade de l'œuf, par exemple en ce moment-là, normalement tu n'as pas de pyrite du chou parce que les choux, c'est plus la saison. Donc là, en ce moment, les œufs, ils sont dans le sol, normalement, dehors. Si par contre tu as rentré ta pyride et qu'elle est sortie et qu'en ce moment elle est dehors dans un aquarium par exemple ou dans un vivarium, eh bien si tu la sors, là elle va avoir de gros problèmes parce qu'elle est plus sur son rythme normal. Normalement, le rythme normal c'est qu'en ce moment, dehors, elle est au stade de l'œuf et donc elle est dans la terre et elle n'a pas de risque de mourir de froid par exemple. Juste là-bas, tout au bout, une dame, voilà.
n'oubliez pas qu'on a vu aussi les océans. Si vous avez des questions sur les fonds marins, vous n'oubliez pas. Alors, comment tu t'appelles ? Alexis. Alexis, bonjour. Bravo d'avoir été patient. C'est quoi ta question ? Et comment la chenille elle fait pour manger la feuille? Laurent ? Alors, je ressors ma feuille pour bien expliquer. En fait, la chenille, et la prochaine fois que tu vois un insecte, aller en forêt, il y a encore en ce moment, comme c'est encore un peu doux, notamment parfois sous un branchage mort en forêt, regardez un peu dessous, il y a plein de petites bêtes. Alors faites attention quand vous les prenez. Par exemple, il y en a certaines qui peuvent piquer, qui peuvent mordre, et là, ça peut te faire une très mauvaise sensation. Donc, vaut mieux être prudent. Mais sinon, tu regarderas un insecte, tu peux l'attraper, et regarde sa tête. En haut de sa tête, il y a ce qu'on appelle des mandibules. Alors, ce n'est pas tout à fait des dents, mais c'est des mandibules. Alors, imagine une tête. Alors, imagine ma tête, voilà, comme ça. Et au bout, en fait, plutôt que d'avoir une bouche comme ça, il y a aussi ce qu'on appelle des mandibules, qui sont deux petites pièces sur le côté, qui font ça. Et c'est comme ça qu'en réalité, la chenille, elle mange. C'est-à-dire qu'elle attrape la feuille, et puis, pouf, au bout de ces mandibules, là, il y a des pinces ou des couteaux, et c'est ce qui lui permet de découper tout doucement la feuille, de l'amener vers la bouche, et c'est comme ça qu'elle mange, tout simplement. Bonjour, Géraldine. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les arbres émettaient des ions négatifs, et nous sommes des êtres électriques. Je m'inquiète de l'environnement tellement numérique que nous avons avec toutes les ondes qu'il y a. Comment est-ce que les arbres peuvent nous aider à lutter contre ça, puisque du coup, j'imagine que notre équilibre électrique n'est plus du tout le même. Géraldine, elle nous fait la transition avec la session d'après. Qui est sur le numérique et les écrans. Non, c'est juste un clin d'œil pour que vous reveniez tout à l'heure. Laurent, tu sais répondre à ça ou... Alors, je vais faire deux réponses. La première, c'est que moi, la manière, par exemple, dont ça m'aide par rapport à tous les écrans, les téléphones, etc., c'est que j'ai pris l'habitude d'aller régulièrement en forêt sans le téléphone. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est une cour de récréation extraordinaire dans les écoles, mais c'est aussi un endroit de jeu exceptionnel en forêt. Alors ça, c'est un truc que je vous invite à faire avec les enfants. Allez en forêt, regardez au sol et vous voyez une trace. Remontez cette trace et essayez d'imaginer des histoires. C'est bien mieux que les histoires que vous pouvez lire sur les écrans ou parfois voir à la télévision ou autre. Là, c'est vous qui allez imaginer l'histoire. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, déjà, d'aller en forêt sans les écrans, c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est que précisément par rapport à votre question, je ne suis pas certain d'avoir la réponse et c'est probablement les intervenants de la table ronde suivante qui auront la réponse. Et voilà. Du coup, désolé. Et en même temps, ça fait un bond. Je passe la patate chaude aux gens qui vont suivre. C'est parfait. Mais je ne suis pas certain. Je pense pas. Une dernière question. Il y a Maëlle, là, je me souviens. On a été présentés tout à l'heure, Maëlle et moi. Voilà. Ah mince. C'est quoi déjà? Ah, baise-toi de voir, tu. Est-ce que le moringa, on peut le planter en France? Oui, tu peux le planter en France. Tu peux le planter en France. Il faut juste le rentrer dans une serre ou à l'intérieur quand il fait moins de 8 degrés. Parce qu'il est gélif, et il ne va pas supporter un froid. Là, en ce moment, il fait 4-5 degrés, il ne supportera pas. Et tu pourras le ressortir quand la température remontera. Voilà. Et tu ne t'inquiètes pas parce que quelquefois, il perd toutes ses feuilles. Tu continues de l'arroser et hop, il est très très résistant. Il va repartir. Et quelquefois, lui aussi, il a des petites chenilles ou des pucerons. Donc tu lui mets un peu de savon noir, c'est du savon avec de l'eau, sur les feuilles et les tiges, et il repart. Il est super costaud.
Et tu peux manger les feuilles. Hein. Tu peux vraiment les manger. Tu les passes dans de l'eau un peu chaude et tu peux les manger comme des épinards. Maëlle, je crois que tu as eu le micro finalement. A-t-on découvert toutes les espèces de l'océan? Alors, ça risque de faire un petit peu plus tard. Non, ça va pas marcher, on va prendre celui de Noémie. Non, je pense vraiment pas qu'on a découvert toutes les espèces de l'océan. On pensait qu'il y avait de 2 à 5 millions d'espèces d'océans. Et il y a un bateau qui sillonne l'océan avec des filets. Le bateau s'appelle Tara. Et lors d'une sortie, il a découvert 600 000 nouvelles espèces de plancton. Donc 600 000 nouveaux planctons. Et on a revu donc nos estimations et on pense qu'il y a peut-être une dizaine de millions d'espèces. Mais finalement, on ne sait pas grand-chose de l'océan. On a découvert, je dirais, de 5 à 10%. L'océan, on l'a vu, c'est immense, c'est très profond. Et donc, on a encore plein de choses à découvrir et il a plein de choses à nous amener. Donc voilà, cette session se termine. Vous nous retrouvez, si vous en avez envie, tout à l'heure à 16h30 pour la session sur les écrans nous font-ils du bien. Et je voudrais vraiment remercier tous les enfants qui ont participé. Et nos magnifiques intervenants, gardiens des océans, des forêts, des arbres, c'était magnifique. Et pensez bien tous que nous avons tous le potentiel d'agir pour un monde meilleur là où nous sommes, les enfants comme les grands.